Monsieur Dillac, je vous invite à vous approcher. Il est professeur de philosophie à l'Université de Montréal, membre associé du MILA. Il est depuis 2013 directeur de l'axe éthique et politique au Centre de recherche en éthique. Ses recherches actuelles portent sur les impacts éthiques et sociaux de l'intelligence artificielle. Il est l'un des auteurs de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'IA et il dirige la fonction délibération de l'Observatoire sur les impacts sociaux de l'intelligence artificielle, observatoire créé en décembre dernier. Alors, comment développer un cadre éthique de la recherche en intelligence artificielle? Monsieur Dillac, on vous écoute. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation à présenter ici quelques réflexions sur l'éthique et l'éthique de la recherche en innovation numérique. C'est un titre un petit peu large que j'ai choisi pour cette présentation d'ouverture, mais qui colle, je crois, aux préoccupations qui seront développées lors de cette journée en particulier et des 2 journées en général. Alors, le propos se veut assez modeste, mais j'ai noté une tendance, et dans le discours de M. Lafleur, c'était aussi tout à fait manifeste, une tendance à mettre le citoyen au cœur des préoccupations de l'éthique en recherche. Et je voudrais justement revenir là-dessus, montrer aussi comment, dans une expérience qu'on a menée avec la Déclaration de Montréal, comment on a justement procédé en mettant le citoyen, les citoyennes au cœur de la démarche en éthique de la recherche. Alors, comme il se doit, je dois présenter ma déclaration de conflit d'intérêts. Je ne pense pas avoir de conflit d'intérêts, je suis un chercheur, comme beaucoup dans la salle, donc j'ai des intérêts de recherche, mais au fin de cette présentation, je ne pense pas avoir de conflit d'intérêts. On a rappelé ici mes différentes affiliations. Je mentionne également que je suis membre du comité aviseur du gouvernement du Canada pour la stratégie en IA, mais je ne crois pas que ça ait le moindre impact sur ce que je vais essayer de présenter ce matin. Alors, la question peut vous paraître tout à fait banale, triviale et déjà réglée, au fond. Pourquoi se doter d'un cadre éthique de la recherche en sciences des données et de l'intelligence artificielle? Après tout, on a déjà un petit peu tout ce qu'il faut sous la main et depuis longtemps, au moins depuis 70 ans et peut-être depuis 2 siècles. Alors je voudrais revenir là-dessus parce qu'il y a quand même des difficultés qui subsistent et on verra un certain nombre de cadres éthiques qui ont été développés au cours justement des 70 dernières années. D'abord, la question se pose parce qu'on peut se dire que l'innovation numérique est moralement neutre. Je pose la question, est-ce que c'est moralement neutre? Et ma réponse, c'est que c'est un petit peu compliqué. Il y a 2 réponses possibles, et je vous cacherai pas que je suis parfois embarrassé à choisir l'une ou l'autre de ces réponses. La première réponse, c'est de dire que, au fond, l'innovation numérique, c'est un outil. Et vous savez, un outil, c'est neutre moralement. Ça dépend de l'usage qu'on en fait. Donc ça dépend aussi des intentions de celui qui utilise cet outil. Le chercheur, ça le conforte dans une position ici de retrait par rapport à une justification de son travail de recherche, parce que ce que le chercheur dit, en général, c'est « moi j'essaie de faire progresser la science, j'essaie de faire progresser le savoir, ce savoir-là est utile pour ensuite développer des technologies, pour soutenir l'innovation, mais je ne suis pas responsable, et je ne me pose même pas la question de l'utilisation du savoir que je produis, je ne suis pas responsable du mauvais usage de mes recherches, du mauvais usage de l'innovation qui en résulte. Ça, c'est une première réponse, et je dois dire qu'elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise en soi. Comme le rappelait il y a bien longtemps Aristote, la vertu d'un couteau, c'est de bien couper. Après, vous pouvez utiliser le couteau à mauvais escient. Bon. Donc, ça dépend de l'usage. En même temps, vous savez bien, et je crois que l'expérience de la Seconde Guerre mondiale a été particulièrement
traumatique et à déclencher une prise de conscience, l'innovation n'est jamais totalement neutre pour une raison assez simple. C'est qu'elle est toujours produite par une institution sociale, que le chercheur est toujours inséré dans une institution sociale, que les financements qu'il va chercher pour développer son savoir sont toujours dirigés par des buts soutenus par l'État, soutenus par les fonds subventionnaires. Et par conséquent, l'innovation est dès le départ non neutre, dès le départ, quelles que soient les bonnes intentions du scientifique. Par conséquent, on doit se poser la question, justement, de savoir comment encadrer éthiquement l'innovation technologique, et en particulier, pour ce qui nous concerne, la science des données et de l'intelligence artificielle. Je dois dire que ce qui est assez frappant avec le développement de l'intelligence artificielle depuis une trentaine d'années, mais on va dire qu'il y a un renouveau de cette intelligence artificielle depuis un peu moins d'une dizaine d'années. Je dois dire que je suis assez étonné de voir les scientifiques en alerte par rapport aux questions justement que posent leurs découvertes ou que posent les progrès de la science en intelligence artificielle. Des chercheurs en alerte, ça veut dire que dès le départ, ils se sont posé des questions sur le mauvais usage de l'intelligence artificielle. Et en particulier, il faut le noter, il y a eu une grande conférence qui est la conférence d'Aziz Omar sur les principes de l'IA en 2017, qui était une conférence justement de spécialistes, de chercheurs en intelligence artificielle qui se sont posés des questions principalement éthiques et qui ont développé un premier cadre de régulation de l'intelligence artificielle. Ce cadre-là s'adressait d'abord aux chercheurs en tant que chercheurs. C'est véritablement un cadre éthique pour la recherche en intelligence artificielle. Quelle était la préoccupation première de ces chercheurs ? Il y en a beaucoup. Il me semble qu'il y a une question qui a vraiment animé les chercheurs, les scientifiques de l'intelligence artificielle et qui a, disons, excité leur imagination éthique. C'est la question des robots tueurs. J'ai dit, depuis la Seconde Guerre mondiale, on se pose beaucoup de questions sur les directions éthiques que devrait prendre la recherche. En général, évidemment, ici dans la salle, je sais qu'il y a beaucoup de professionnels du monde de la santé, et le monde de la santé a été alerté dès la fin de la Seconde Guerre mondiale et a pris position. Donc, le secteur de la santé est assez mûr de ce point de vue-là, du point de vue de la réflexion en éthique. C'était un petit peu moins le cas pour les autres domaines de recherche, et notamment le domaine de l'informatique. Mais cette question-là, des armes autonomes, elle s'est posée très tôt à ces chercheurs, et je pense qu'il y a un précédent qui est différent de celui des expérimentations du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est le fait que des chercheurs bien intentionnés, qui ont développé par ailleurs philosophiquement des positions humanistes, ont été conduits aussi à développer la bombe nucléaire. Et ce précédent-là constitue un traumatisme pour des gens qui ne sont pas dans le monde de la santé, mais qui ont justement fait des recherches qui semblaient tout à fait neutres du point de vue éthique et tout à fait neutres du point de vue social. Donc les armes autonomes, ça constituait la première question. C'est une question qui est difficile, on ne s'en est toujours pas débarrassé. Il y a beaucoup de discussions, notamment autour de ce que serait par exemple un contrôle humain authentique des armes autonomes. Qu'est-ce que c'est que l'autonomie pour une arme ? Qu'est-ce que c'est que l'autonomie pour un agent artificiel ? Voilà beaucoup de questions qui ne sont pas seulement des questions de philosophie et de métaphysique, mais ce sont des questions éthiques. Alors, je pense que ces chercheurs, je pourrais citer par exemple notre chercheur national en intelligence artificielle, Yoshua Bengio. Ces chercheurs ont pris des positions très fortes publiquement, et on ne s'étonnera pas justement de voir ces chercheurs sur la place publique à défendre des positions éthiques, ce qui est quand même relativement nouveau et qu'on devrait saluer. Au-delà des armes autonomes, qui est une question, encore une fois, non seulement difficile à traiter, mais surtout difficile parce que les enceintes
dans lesquels on les discute ne sont pas nécessairement les comités d'éthique à la recherche ou même des conférences ouvertes au public, mais ce sont plutôt des assemblées dans des organisations internationales. Mais il y a d'autres questions qui nous concernent plus directement en recherche. Je voudrais juste mentionner quelques ratés de la recherche en éthique de l'intelligence artificielle. Voici une étude qui nous vient de Stanford. Deep neural networks are more accurate than humans at detecting sexual orientation from facial images. Surprenant, surprenant. Cette étude a été faite en 2018, c'est très récent, c'est pas au siècle dernier. L'idée était très simple, à partir de plus de 35 000 images, il s'agissait de générer, avec un algorithme, des prédictions sur l'orientation sexuelle des personnes. 35 000 images. Évidemment, la première question qu'on peut se poser quand on est sensible aux questions des données, c'est d'abord d'où viennent ces images. 35 000, c'est beaucoup quand même. Donc, on a dû les chercher dans des bases de données déjà constituées. Mais l'autre question, c'est de savoir où sont consignées les données sur l'orientation sexuelle. Je ne pense pas, même si c'est assez facile de trouver mon orientation sexuelle sur Internet, je ne pense pas avoir fait de mention quelque part explicitement de mon orientation. Il faudrait la déduire d'un certain nombre d'informations. Sur 35 000 profils, ça paraît là aussi une question un petit peu difficile. Évidemment, la question qu'on se pose aussi, c'est qu'est-ce que ces chercheurs ont fait des données qu'ils ont utilisées. Je ne vais pas rentrer dans le débat sur l'éthique de l'accès aux données. Il va y avoir beaucoup de conférences sur ce point dans les heures qui vont suivre. Mais évidemment, ce sont les premières questions qu'on peut se poser et on est déjà sensibilisé à ça. Évidemment, normalement, je l'espère, quand je vous présente cette étude-là, vous vous dites, mais c'est pas possible de faire une corrélation comme ça entre les traits du visage et l'orientation sexuelle. Évidemment, on peut générer à peu près tout en termes de corrélation quand on a affaire à une base de données qui est très grande. 35 000, c'est beaucoup. C'est pas tant que ça pour faire de la recherche en intelligence artificielle, en tout cas en utilisant du deep learning, ce qui est le cas ici. C'est pas tant que ça non plus. Mais la question, c'est véritablement de savoir si ce genre de recherche a une pertinence, si ce genre de recherche a une validité, au-delà même de la science, a une validité éthique. Et pourquoi faire ? Alors, je vais vous épargner les aventures de M. Kosinski qui l'ont mené en Russie pour promouvoir ces recherches. Évidemment, ce sont des recherches qui intéressent parfois certains gouvernements qui voudraient avoir accès à l'orientation sexuelle de leurs citoyennes et de leurs citoyens. Autre raté de la recherche est du même genre. Cette étude qui nous vient cette fois-ci de Shanghai, vous voyez, le monde est couvert là, le globe est couvert par ces recherches en intelligence artificielle, où il s'agissait ici non pas de déduire l'orientation sexuelle à partir des traits du visage ou d'inférer l'orientation sexuelle à partir des traits du visage, mais d'inférer la criminalité à partir des traits du visage. Là, la base de données est probablement plus accessible dans la mesure où la législation en Chine n'est pas tout à fait la même qu'aux États-Unis, au Canada ou en Europe. Dans les deux cas, vous avez une espèce de monstre scientifique qui revient sous le masque d'une science qui est purement mathématique, où on dit on va simplement regarder des corrélations, puis on va laisser faire la machine. Et là, nous montrer s'il y a des corrélations à faire ou pas. Ce monstre scientifique, on l'appelle physiognomonie, ça existe depuis l'Antiquité, ça revient régulièrement dans l'histoire. On pensait s'en être débarrassé avec la Seconde Guerre mondiale. Ça revient sous un nouveau visage, si je puis me permettre. Voilà pourquoi la question du cadre éthique de la recherche en intelligence artificielle et en innovation numérique se pose de manière criante aujourd'hui. Alors, quel type de cadre éthique de la recherche pour ce secteur de l'innovation numérique ?
nous avons déjà des cadres éthiques. Une expression qui revient en ce moment très souvent, c'est « on ne va pas réinventer la roue ». On a déjà fait beaucoup de travail. Alors, par exemple, toute l'éthique de la conduite responsable en recherche, les différents textes devraient pouvoir s'appliquer à l'innovation numérique sans véritablement changer les termes et les principes. Il me semble néanmoins, et c'est une question d'inflexion, ce n'est pas une question d'impossibilité, c'est une question d'inflexion, d'accent qui est mis sur certaines problématiques dans l'éthique de la conduite responsable jusqu'à aujourd'hui. Cette inflexion, c'est qu'il y a une espèce de focalisation sur la question de l'expérimentation avec des sujets humains, des sujets vivants, et on ajoute aujourd'hui avec la nature, concept qui est assez délicat à manier par ailleurs. Cet intérêt pour la recherche avec les sujets humains ou les sujets vivants en général se comprend, encore une fois, dans le cadre des expérimentations de la Seconde Guerre mondiale et des premiers cadres éthiques qui ont été posés après la Première Guerre mondiale, à savoir le Code de Nuremberg et la déclaration d'Helsinki. J'y reviendrai dans quelques minutes. Il me semble néanmoins que pour ce qui est de l'intelligence artificielle ou de l'innovation dans le domaine du numérique en général, les questions vont au-delà de l'expérimentation avec des sujets. La plupart des informaticiens n'ont pas véritablement affaire à des sujets humains ou des sujets vivants pour mener leur expérimentation. Pas toujours. Vous avez vu qu'il y avait des exceptions avec le cas de la physiognomonie, évidemment. Mais dans d'autres cas, l'expérimentation avec les humains ne se fait pas de manière immédiate. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'insisterai sur le fait qu'il faut probablement aujourd'hui avoir une conception de l'éthique de la recherche ou de l'éthique en recherche qui soit plus compréhensive que ce qui a été développé jusqu'à présent. Et encore une fois, c'est juste une question d'inflexion et non pas d'ignorance des autres enjeux. Alors, l'approche qu'on privilégie aujourd'hui, une approche qui est plus globale, qu'on appelle éthique de la conception ou éthique dans la conception, ethics by design, qui a cette vertu, en fait, de demander aux chercheurs, de demander aux développeurs, de penser dans la conception même de son algorithme, de son produit, de penser donc aux buts éthiques qu'il poursuit, et de faire en sorte que des contraintes éthiques s'applique dès la conception de son algorithme et pas à la fin pour valider ou non sa recherche. Cette notion-là d'éthique dans la conception, elle nous vient alors c'est Anne Cavoukian, qui est une chercheuse canadienne de Toronto, qui a développé le concept de ethics, privacy by design, qui est donc la vie privée, c'est difficile à traduire ça. Bon, privacy by design, tout le monde comprendra. Concept donc qui permettait en fait d'avoir des contraintes à l'accès aux données et des contraintes d'utilisation des données dans un certain nombre d'artefacts numériques. À l'époque, quand elle a développé ça, il ne s'agissait pas encore d'intelligence artificielle, mais juste des outils Internet et des outils numériques. Alors, encore une fois, cette approche-là nous permet d'incarner au sein même de l'innovation numérique ces valeurs éthiques. Quelles valeurs éthiques? On va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Une question qu'on se pose quand on fait de l'éthique. Moi, je suis professeur de philosophie. J'enseigne par ailleurs l'éthique. L'éthique que j'enseigne a assez peu à voir, sauf quand il s'agit de bioéthique et d'éthique médicale pour des étudiants dans les secteurs santé, a assez peu à voir au fond avec justement ce qu'on fait ici quand on fait de l'éthique par la conception. Les théories morales sont assez différentes de l'utilisation qu'on fait en bioéthique des valeurs ou des principes éthiques qui sont par ailleurs issus de ces théories-là. Et une tendance qu'on voit assez marquée et de plus en plus marquée en fait aujourd'hui, c'est la tendance à faire de l'éthique en fait une espèce de liste de contrôle. On va cocher des cases et à la fin de la liste,
si vous avez coché toutes les cases ou si vous avez coché 30 cases sur 40, vous êtes bon. Ça y est, votre recherche est approuvée. Le problème de la checklist, d'abord, il faut la constituer. Et ensuite, il s'agit de savoir si effectivement, en cochant des cases, avec donc des critères qui seraient discrets, des critères qui seraient indépendants les uns des autres, on arrive bien à garantir la valeur éthique de l'innovation numérique. Alors, checklist, ou bien ce que j'appelle boussole éthique, c'est-à-dire simplement des guides, des lignes directrices qui ne se substituent pas au jugement, qui ne se substituent pas à un jugement déterminant, mais qui encadrent ce jugement-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez toujours faire preuve de réflexion quand vous faites de l'éthique dans la recherche, qu'il n'y aura pas de checklist ni parfaite, ni même pertinente pour absolument valider un projet de recherche. La réflexion, on en a toujours besoin quand on applique des principes d'éthique, pour une raison assez simple, c'est qu'on a des principes qui sont toujours généraux, et que les cas qu'on discute sont toujours particuliers. Et ce rapport-là ne se fait pas de manière déterminante, mais il se fait de manière réflexive. Alors, c'est dans ce cadre de réflexion, où c'est avec ces questions en tête, qu'on a développé la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle. Comme j'étais à l'origine de ce projet et que j'en ai dirigé le comité scientifique jusqu'à son terme, j'ai quelques idées sur la manière dont on a procédé pour parvenir à ce résultat. La première chose que je dois dire, alors je me sens assez à l'aise dans cette salle pour parler de la Déclaration de Montréal, ce qui n'est pas toujours le cas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que souvent on me dit, mais la Déclaration de Montréal, elle s'applique à qui? Est-ce que les entreprises l'ont signée? C'est toujours la question qui revient. Toujours, toujours, toujours. Je suis plus à l'aise ici parce que vous savez ce dont on parle quand on parle d'éthique de la recherche ou d'éthique dans la recherche. Et il y avait pour moi deux précédents qui ont guidé le projet de la Déclaration de Montréal. Ces deux précédents, c'est évidemment la Déclaration d'Helsinki et la Déclaration d'Asie-Lemar, celle de 2017, il y en a une autre en génomique, mais celle de 2017 qui portait sur l'intelligence artificielle. Pourquoi ces deux cadres? D'abord parce que ce sont des cadres véritablement éthiques qui ne cherchent pas à se convertir en législation immédiatement, mais qui donnent simplement des lignes directrices pour identifier les problèmes éthiques et ensuite essayer d'y trouver une réponse. Par ailleurs, ce sont deux déclarations, puis la déclaration d'Helsinki, vous savez qu'elle est réactualisée, qui a en fait des déclarations d'Helsinki, ce qui est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la déclaration de Montréal sera aussi révisable. C'est un dispositif, ça, qui vient de la déclaration d'Helsinki. Ces deux déclarations ont ceci de particulier qu'elles ont développé une éthique pluraliste. Et très clairement, la déclaration de Montréal s'est positionnée comme un document d'éthique pluraliste. Qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir un cadre éthique pluraliste? Est-ce qu'il s'agit ici de la question de la diversité? Non, ce n'est pas tout à fait ça. Un cadre éthique pluraliste, c'est un cadre éthique qui ne ramène pas toutes les questions à une valeur, qui ne ramène pas toutes les questions à ce qu'on appelait en philosophie il y a longtemps un summum bonum, c'est-à-dire un bien suprême à partir duquel vous pouviez discuter toutes les autres questions. Comme vous le savez, il y a 4 ou 5 valeurs fondamentales dans l'éthique pluraliste ou dans la bioéthique, l'éthique médicale et la bioéthique. Ça, c'est un héritage de la déclaration d'Helsinki. Je les rappelle, bienfaisance et bien-être, non-nuisance, autonomie, justice et confidentialité. Alors confidentialité, parfois on l'enlève et puis on le met sous une autre catégorie. Enfin, les 4 premiers, en tout cas, sont des valeurs qui constituent véritablement ce sont les valeurs cardinales de la recherche en santé. Pourquoi c'est pluraliste? Pas simplement parce qu'il y a 4 valeurs ici, mais parce qu'il est très très difficile de ramener
une de ces valeurs à une autre. En fait, on peut le faire un petit peu quand même. Les trois conseils ont tenté la chose, d'ailleurs. Je vais le montrer dans la prochaine diapositive. Mais c'est pluraliste parce qu'on ne peut pas réduire, en tout cas à une seule de ces valeurs, le cadre éthique. Alors, c'est là où justement il y a une véritable innovation dans la déclaration d'Helsinki et qui nous montre la voie pour le futur de l'éthique en recherche. Innovation de la déclaration d'Helsinki, tout simplement parce que les théories morales, en général, ne sont pas pluralistes. En général, ne sont pas pluralistes. Si je prends bienfaisance, par exemple, ou non-nuisance, peu importe, ça découle d'une théorie qu'on appelle la théorie conséquentialiste, et en particulier une variante de cette théorie conséquentialiste, qui est la théorie utilitariste. Qu'est-ce que c'est que le conséquentialisme? Pour ceux qui ignorent peut-être le terme, mais c'est assez évident, ça veut dire qu'une action est bonne en fonction de ses conséquences. Quelles conséquences? Comment on juge qu'une conséquence est bonne? Si elle augmente le bien-être. Et si elle ne détériore pas le bien-être d'une autre personne. Ça, c'est une théorie. Cette théorie n'est pas très ouverte à l'intégration d'autres paramètres, comme par exemple l'autonomie. Mais l'autonomie, en revanche, c'est une notion qui vient d'une autre famille de théories morales qu'on appelle les théories déontologiques. Et en déontologie, on n'aime pas trop parler des conséquences. Quand je dis on n'aime pas trop, Emmanuel Kant, qui en est probablement le père, pense même que c'est tout simplement se situer hors de la théorie morale, hors de l'éthique véritable, que d'introduire des questions de conséquences. Quant à la justice, c'est compliqué parce qu'on pourrait la mettre sous la catégorie de bienfaisance, non-nuisance, ou bien sous celle d'autonomie. Ça dépend au fond de la décision éthique qu'on a faite dès le départ, à savoir si on privilégie un cadre conséquentialiste ou un cadre déontologique. Eh bien, la déclaration d'Helsinki a fait sauter ce partage des théories éthiques en disant il y a plusieurs valeurs qui devraient être poursuivi. Et on ne peut pas ignorer, au nom de l'autonomie, la question du bien-être, on ne peut pas ignorer, au nom du bien-être, la question de l'autonomie ou de ce qu'on appelle parfois la dignité. C'est un même concept. Cet héritage pluraliste, on le trouve encore dans l'énoncé des politiques des trois conseils, mais si j'ai bien lu, et vous pourrez me corriger, je sais qu'il y a des gens qui connaissent très très bien ce texte-là, et il y aura un atelier d'ailleurs sur cet énoncé de politique. Si j'ai bien compris, il y a trois valeurs au fond dans ce cadre éthique qui sont bien-être, respect, justice. Et encore une fois, on pourrait décider de tout mettre sous une seule valeur en disant c'est bien-être ou c'est respect, autonomie. En réalité, ce sont encore une fois des buts différents qu'on poursuit. Et ce qu'on essaie de chercher dans l'éthique de la recherche, c'est de mettre en équilibre ces différentes valeurs par des méthodes qui sont des méthodes ou bien de hiérarchisation dans certains cas, ou bien de pondération. Mais vous voyez bien que dans tous les cas, le jugement réfléchissant, le jugement humain qui pèse les valeurs est absolument indispensable et on ne peut pas, par exemple, transformer même ces trois valeurs dans une checklist. Alors, la Déclaration de Montréal, elle s'inscrit dans ce cadre pluraliste, mais ce qu'elle cherche à faire, voilà, ce qu'elle cherche à faire, c'est à identifier plus largement les buts socialement désirables du développement de l'IA, du développement de l'innovation numérique en général. Et ces buts socialement responsables, vous allez le voir et vous avez déjà eu un petit aperçu, ne peuvent pas se réduire à 2, 3 ou 4 principes. Ce n'est pas une question de nombre. Il ne s'agit pas de savoir si on doit absolument avoir 12 principes ou 10 ou 7. Vous savez, il y a une espèce de fétichisme parfois du nombre derrière les déclarations. En réalité, en ce qui nous concerne, les 10 principes se sont imposés par la réflexion et non pas par le fétichisme du nombre. D'ailleurs, dans une version préliminaire, c'était 7, puis c'est devenu 9, et puis un principe s'est scindé en 2 après consultation, et c'est devenu 10. Voilà les 10 principes qui sont le bien-être, l'autonomie, pas de surprise. Intimité, vie privée,
Difficile de ramener intimité, vie privée sous l'une ou l'autre de ces valeurs, d'ailleurs, je le dis en passant. Très très compliqué, parce que l'intimité est une partie du bien-être. La protection de la vie privée fait partie du bien-être, et c'est en même temps une question de droit, donc on peut le traduire dans un langage qui est celui de la déontologie et celui de l'autonomie. Diversité, solidarité, participation démocratique, équité, responsabilité, prudence et développement soutenable. C'est d'ailleurs ce principe qui a fait passer la déclaration de 9 à 10, après longue réflexion, parce qu'au départ, on estimait que ce principe-là pouvait être retenu sous le principe de bien-être. Mais vous voyez, ce sont des arbitrages difficiles à faire, et pour pouvoir les faire, ces arbitrages, eh bien, ce qu'on a mis en place, c'est tout simplement une consultation aussi large que possible et forcément limitée. Mais tout de même, une consultation qui a fait intervenir plus de 500 personnes dans une vingtaine d'ateliers publics, avec une consultation en ligne qui a encore approfondi les propositions qu'on a faites. L'éthique et l'éthique de la recherche, ce n'est pas qu'une question de chercheurs, ce n'est pas qu'une question qui appartient aux gens du milieu de la recherche. Et il y a plusieurs raisons pour ouvrir à la société civile l'éthique de la recherche. Je vais vous en présenter quelques-unes. Alors, évidemment, quand on fait ce genre de processus délibératif, vous savez, on subit d'abord quelques objections, parfois violentes, qui consistent à dire, mais au fond, qui l'a écrite cette déclaration? Qui l'a écrite? Bon, il se trouve que j'avais souvent le stylo. Est-ce que c'est pas un peu de la poudre aux yeux? Puis si c'est pas de la poudre aux yeux que d'inclure les citoyens, que de faire une participation, est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans deux espèces d'utopies sociales dont on ne veut absolument pas? L'une qui consiste à ouvrir la recherche à toutes et à tous, en disant au fond, vous êtes tous experts, toutes expertes. Et l'autre utopie qui consiste à faire en sorte que la démocratie soit elle-même une démocratie de savants. D'un côté, on abaisse les critères de la recherche, de l'autre côté, on les monte de manière totalement déraisonnable. Ces critiques-là, je les ai entendues il n'y a pas plus tard que le mois dernier, dans un des sommets du G7 à Ottawa, où la question était de protéger d'une certaine manière les critères de recherche de l'intrusion des citoyens. Alors, peut-être pas science démocratique, évidemment, le partage, la division du travail fait en sorte qu'il y a des gens qui sont plus experts de certains domaines, il y a des chercheurs et il y a des non-chercheurs. Les différences ne sont pas seulement sociales, elles dérivent aussi d'une certaine compétence. Mais il existe un savoir citoyen. Il existe un savoir citoyen qui n'est pas naturel du reste, mais un savoir citoyen qu'on doit d'abord consulter et construire, ou mieux, co-construire avec les citoyens. Ce savoir citoyen, il porte sur les usages. Il porte sur les usages de ces objets en innovation numérique qui n'existent pas, justement, sans l'utilisation probable que vont en faire les citoyens. La plupart des technologies dont on parle sont des technologies qui arrivent dans nos téléphones intelligents, qui arrivent dans la rue avec la reconnaissance faciale, qui sont dans toutes les maisons avec des objets connectés, etc. Et donc ce savoir citoyen, c'est un savoir sur les usages, mais c'est aussi un savoir sur les principes de ces usages. Quels sont, pas simplement les usages utiles, mais quels sont les bons usages du système d'intelligence artificielle, du produit d'innovation numérique qu'on nous propose. Cette raison d'inclure les citoyens nous permet d'augmenter la qualité épistémique de la réflexion des chercheurs. Non pas de l'abaisser, mais au contraire de l'augmenter. C'est-à-dire que les chercheurs vont se poser de meilleures questions, pas seulement plus de questions, mais de meilleures questions sur
sur le sens de leur démarche. Il y a une autre raison pour laquelle nous devons, et là j'utilise le terme qui indique qu'il y a une proposition normative, nous devons inclure les citoyens car on ne peut pas arbitrer individuellement ou dans de petits groupes de chercheurs homogènes les questions d'éthique qui sont des questions qui impliquent une forme de pluralisme. Vous avez vu plutôt ce qu'on appelle éthique pluraliste, c'est-à-dire d'abord une éthique où il y a plusieurs valeurs ou plusieurs principes qui ne se laissent pas réduire l'un à l'autre. Ça veut dire aussi qu'on peut avoir plusieurs points de vue légitimes sur la manière d'arbitrer entre ces principes ou sur la manière de les hiérarchiser ou de les pondérer. Et dans une société pluraliste, évidemment que l'on va rencontrer des points de vue différents sur la manière d'ordonner ces principes-là. Par conséquent, on ne peut pas, et on ne doit pas, comme chercheur, vouloir imposer une solution éthique à des questions éthiques qui sont complexes. Si elles étaient simples, bon, on pourrait encore se donner un peu plus de marge de manœuvre. Mais ce sont des questions éthiques qui sont extrêmement compliquées, qui font intervenir au moins 10 valeurs comme celles qui ont été présentées dans la Déclaration de Montréal. Au moins. Et par conséquent, nous devons trouver une forme de consensus. Le consensus, ce n'est pas l'unanimité des points de vue. Le consensus, c'est la position qui ne peut pas être rejetée de manière raisonnable par les autres, même ceux qui sont en désaccord. Vous pouvez être en désaccord et avoir de bonnes raisons de rejeter le consensus selon votre perspective, mais en même temps, vous le considérez comme acceptable. Vous n'allez pas vous battre contre, en gros. Il n'y a pas de question de vie ou de mort. À ce moment-là, on atteint une forme de consensus. Et ce consensus est très important quand on fait de l'éthique de la recherche, et c'est la raison pour laquelle nous devons ouvrir la recherche à la science citoyenne. Et je vais vous en donner maintenant un exemple très concret, parce qu'on a parlé ici beaucoup de principes, et je vais vous donner un exemple concret. Voilà un très beau projet. Julian est autiste. Un des problèmes qu'il a, comme beaucoup d'autistes, c'est de ne pas bien percevoir et de ne pas bien interpréter les émotions et les conventions sociales. Alors, il y a une équipe de l'université de Stanford qui a mis au point un outil, un artefact, qui embarque de l'intelligence artificielle, qui permet en fait de faire de la reconnaissance faciale et de faire de la reconnaissance d'émotions. L'autiste, en portant ses lunettes, voit apparaître une icône qui lui indique le type d'émotion auquel il a affaire. Et de cette manière-là, il peut apprendre, quand c'est possible, à réagir à cette émotion et parfois même à développer l'émotion qui est attendue par son interlocuteur. C'est une innovation qui est tout à fait majeure et j'aurais pu choisir d'autres images, simplement celle-là vient du site de l'université de Stanford, alors je me suis, et de leur programme de recherche, donc je me suis permis de la reprendre, mais vous verrez des images de parents heureux avec des enfants heureux qui voient enfin les émotions des autres, ou en tout cas parviennent à mieux les interpréter. Quand on regarde un petit peu le processus, c'est un processus assez exemplaire. Ce processus de recherche a fait appel non seulement à une diversité de chercheurs, de disciplines, je vais revenir sur ce point, mais aussi aux patients partenaires, mais aussi aux familles des patients, mais ça s'arrête là. C'est déjà pas mal. Et en 2018-2019, je peux dire qu'ils ont accompli ce qu'on attend d'une bonne recherche en santé. Néanmoins, cette manière de procéder a laissé dans l'ombre notamment une question, il y en a d'autres, mais c'est la première qui me trouble particulièrement, c'est quel est le point de vue de ceux qui ne sont ni les patients, ni les familles des patients. Quel est mon point de vue, par exemple ? Quand
face à une personne qui porte une lunette, des lunettes qui lui permet d'interpréter mon émotion, qu'est-ce que ça dit qu'est-ce que ça fait à mon intimité, par exemple? Qu'est-ce que ça fait aussi au droit d'avoir une émotion qu'on n'a pas envie nécessairement de transmettre? Qu'est-ce que ça fait à des émotions qui sont difficilement interprétables? Et quand je dis difficilement interprétables, ce n'est pas simplement parce que les machines sont moins performantes que les humains. C'est vrai aussi, mais pas seulement pour ça. Il y a des biais culturels dans l'expression des émotions. Là, je dis biais au sens neutre du terme, si je peux me permettre. C'est-à-dire, un biais culturel, c'est tout simplement que l'émotion ne s'exprime pas de la même manière en fonction des contextes culturels. Mais ça entraîne ensuite des biais, et là au sens négatif du terme. Ça entraîne des biais quand on n'est pas capable justement de bien interpréter une émotion et que ça engendre des malentendus, que ça engendre parfois du ressentiment. Alors, qu'est-ce qu'aurait dû faire cette équipe de l'université de Stanford? Je ne les blâme pas ici parce que je pense qu'ils sont allés vraiment au bout de tout un processus qui est assez remarquable. Mais on peut probablement et on doit probablement faire mieux aujourd'hui. On doit adopter, puis je lance là vraiment l'idée, j'y travaillerai après cette conférence, on doit adopter une démarche qui est pas seulement la conduite responsable, mais la conduite délibérative en recherche. Qu'est-ce que ça veut dire, la conduite délibérative en recherche? D'abord, l'approbation de nos comités scientifiques n'est pas suffisante. Et, bon, on fait beaucoup de travail et du bon travail. Je reconnais dans la salle des gens avec qui je travaille dans des comités d'éthique. Mais on ne peut pas faire tout le travail d'évaluation des projets avec la rigueur qui est attendue des comités d'éthique. Alors vous allez me dire, si on essaie de faire de notre mieux, bien sûr, on essaie de faire de notre mieux. Mais c'est un premier filtre, l'approbation éthique. C'est un premier filtre. L'une des raisons aussi pour lesquelles on ne doit pas s'arrêter là, c'est pas simplement parce qu'on ne peut pas faire le travail de manière parfaitement rigoureuse, mais aussi parce que ça dédouane d'une certaine manière le chercheur une fois qu'il a eu son approbation. Ça y est, c'est fait, maintenant on peut commencer. Non. Ce qu'on a appris avec le consentement, c'est que le consentement, par exemple, il n'est pas simplement libre et éclairé, mais il doit être continu. Mais là, c'est un peu la même chose. L'éthique de la recherche, ou une position éthique en recherche, ça doit être une position continue. Ce n'est pas simplement un blanc-seing au départ, et puis après, bon, évidemment, on a des balises, mais on peut faire un peu ce qu'on veut une fois qu'on a eu l'approbation. Alors, on doit évidemment aller plus loin, et c'est ce qui se fait déjà aujourd'hui, c'est inclure d'abord une diversité de disciplines, une diversité de chercheurs venus de disciplines différentes dans la conduite de la recherche, dans la conduite d'un projet de recherche. Et c'est vrai que c'est un critère aujourd'hui qui est parfois discriminant entre les projets de recherche. Quand on a des projets de recherche en santé, et notamment des projets de recherche qui impliquent de l'innovation numérique, de l'intelligence artificielle par exemple, on y regarde à deux fois pour voir si dans les 40 pages de projet, j'ai déjà vu ça, il y a quand même la mention de l'intégration d'une équipe pluridisciplinaire et pourquoi on fait de la pluridisciplinarité et de l'interdisciplinarité. Donc c'est une condition qui est aujourd'hui quasiment nécessaire et qui est respectée dans un certain nombre de cas, mais ce n'est pas encore la pratique majoritaire. Ce qu'on doit aussi faire, c'est aller plus loin et inclure évidemment les usagers. Monsieur Lafleur en parlait beaucoup. Les usagers, alors en santé, les usagers, ce sont les patients partenaires. C'est pas beau comme terme usager, mais en l'occurrence, ce sont les patients partenaires, ce sont les familles des patients, ce sont les intervenants du milieu. Est-ce que c'est suffisant? On l'a vu avec le cas de Autism Glass, c'est bien, mais on peut aller encore un peu plus loin. Et je crois qu'il est urgent d'inclure une diversité de participants non académiques, mais qui ne sont pas en lien direct avec la recherche, qui ne sont pas en lien direct avec le projet qui est mené. Autrement dit, un des principes éthiques sous-jacents, c'est de dire qu'il faut d'abord identifier les parties prenantes directes, mais aussi voir s'il n'y a pas des parties prenantes indirectes, parfois éloignées, mais qui subissent les effets de cette recherche-là. Le Autism Glass n'a pas été fait pour m'embêter.
il a été fait pour aider. Et c'est un projet qui est assez bien mené. Mais en même temps, il y a des limites au développement de ce projet si on ne tient pas compte, justement, du point de vue de ceux qui ne sont pas impliqués directement dans le projet. Alors on peut le faire avec des ateliers ponctuels, mais on peut aussi le faire, et c'est plus exigeant évidemment, avec des panels citoyens. Par exemple sous forme de Living Lab, qui seraient appelés donc dans des espaces comme des Living Lab, qui seraient appelés donc à travailler sur le projet de recherche en continu, ça ne veut pas dire tous les jours, mais de manière itérative. Je conclurai avec une question que je me pose et à laquelle je n'ai pas de réponse probante aujourd'hui. Ces participants, que seraient les citoyens, comme d'ailleurs des usagers indirects, ces participants doivent-ils être considérés comme des citoyens qui participent justement à un projet de recherche, ou bien des sujets humains pour lesquels nous devons faire des demandes d'approbation, parce que nous touchons ici avec notamment les sentiments, avec l'intégrité des personnes qui sont investies dans cette recherche éthique. C'est une question compliquée. Faut-il faire une demande d'approbation? J'ai envie de dire, la prudence voudrait qu'on en fasse une. Donc, je recommande à ceux qui utilisent des méthodes délibératives de déposer une demande d'approbation à son comité d'éthique, au comité d'éthique responsable. Mais, au-delà de la prudence, on peut quand même se poser la question de savoir si effectivement ce sont des sujets humains, et dans ce cas-là, est-ce que ça ne réduit pas un petit peu la portée de mon propos? Il me semble qu'on doit faire la différence entre l'enquête scientifique elle-même, qui pourrait porter sur la délibération, et puis la participation des citoyens en tant que tels, qui deviennent comme des chercheurs avec les autres chercheurs. Ils participent à l'élaboration de la recherche. Et de ce point de vue-là, ils ne sont pas eux-mêmes les sujets de la recherche et ne sont pas des éléments d'expérimentation de la recherche. Mais ils viennent participer à l'encadrement de cette recherche et à la réflexion sur les principes éthiques qui sont appropriés. J'aime bien cette réponse, mais ça serait trop simple. Alors je vais vous laisser avec la dernière question à laquelle je n'ai vraiment pas de réponse. Comme ça fera une belle conclusion d'ouverture. Quid de l'utilisation secondaire des données de la délibération? Quand vous faites de la recherche avec des citoyens, quand vous faites de la recherche avec même des panels d'experts, pas nécessairement d'ailleurs des citoyens non affiliés, mais des panels d'experts assez larges, avec des gens du milieu, avec des représentants d'entreprises par exemple. Bien, ce que le chercheur fait souvent, c'est quand même qu'il consigne les données de cette délibération et qu'il en tire des connaissances. Ce n'est pas simplement que ça permet d'encadrer le projet, mais il en tire des connaissances. Et donc l'une des questions qu'on peut se poser, c'est quelle utilisation on va faire de ces données-là. Et en fonction de la réponse à cette question, évidemment, ça modifie la réponse aussi à la première question, citoyen ou sujet humain. Dans tous les cas, nous devons ouvrir la recherche et l'éthique de la recherche à la société civile. Je vous remercie.